Recruter un PMM est souvent perçu comme un nice to have. Mais à quel moment cela devient une nécessité pour structurer sa stratégie marketing et accélérer la croissance? Dans cet épisode, j'accueille Olivia Jorel, CMO chez TrainMe, qui partage les coulisses de la structuration de son équipe marketing et les raisons qui l'ont poussée à créer un premier poste de PMM. Elle revient sur un contexte initial avec un marketing peu structuré et très cloisonné avec les sales, jusqu'à la mise en place d'une organisation plus alignée et orientée performance. Dans cet échange, Olivia nous explique comment structurer un pôle marketing en partant presque de zéro. Pourquoi et à quel moment un rôle de PMM fait sens dans son organisation. Comment défendre ce recrutement en interne et clarifier son positionnement. Les missions concrètes qui ont été données à cette Product Marketing Manager, que ce soit du go-to-market, offre, messaging, sales enablement, on rentre dans le détail. L'impact du PMM sur l'alignement sales marketing et la clarté du discours. C'est un épisode concret pour comprendre comment et pourquoi intégrer un PMM peut transformer la façon dont marketing, sales et produits travaillent ensemble. Bonne écoute! Hello Olivia, je suis super contente de t'avoir au micro du podcast aujourd'hui. Comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis ravie également. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'un point de vue d'une CMO sur le product marketing. Donc, je suis super contente. C'est un regard que j'ai eu un petit peu au podcast, mais je pense que ton expérience va vraiment pouvoir beaucoup nous apporter aujourd'hui. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais à la fois te présenter et nous dire aussi ce qu'est TrainMe? Donc effectivement, donc moi, Olivia Jorel, je suis CMO et gros hacker pour TradeMe. J'ai rejoint les équipes de TradeMe en mai 2023, donc ça va faire 2 ans et demi maintenant. Juste pour donner une cartographie assez rapide de ce qu'est le marketing et la com chez TradeMe, c'est réparti autour de 5 pôles, assez classiques, mine de rien. Le premier autour de la brand et de la communication d'une manière générale. Le second, et c'est un volet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai pas mal insisté pour que ce soit le cas en tout cas. Le volet grosse et la lead generation, notamment avec le l'inbound et l'outbound, qui est également côté marketing. Tout ce qui est autour du marketing client, de l'animation, la rétention, le partenariat stratégique et la gestion de projet, le product marketing. Donc TrainMe dans les grandes lignes, donc TrainMe c'est une filiale de Decathlon qui accompagne les entreprises dans la conception et la mise en place de programmes sport, bien-être et prévention santé. TrainMe ça a été fondé en 2015, donc on a fêté nos 10 ans cette année sur un modèle B2C initialement et qui a pris un virage B2B en 2018. Et le B2B représente aujourd'hui 80% du business, donc on est une boîte B2B aujourd'hui complètement. Voilà, et puis notre proposition de valeur, globalement, ça s'articule autour d'une offre clé en main et hybride qui permet de toucher 100% des collaborateurs en opérant notamment via des cours, des ateliers en présentiel, en visio et également via des programmes VOD. Voilà. Et une petite précision, je pense, qui est hyper importante que je précise du coup, c'est que TrainMe, enfin chez TrainMe en tout cas dans le modèle, on est sur une logique de sales lead et non de product lead. Donc effectivement, la place du PMM est aussi particulière et la place du produit d'une manière générale est particulière. Elle est plutôt, c'est plutôt un support. Chez TrainMe, on vend un service et non un produit aussi, donc c'est un peu particulier également. Donc, tu nous as dit justement que ça faisait 2 ans et demi que tu étais chez TrainMe. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites depuis. Et quand on avait parlé, tu m'avais justement dit qu'il y avait vraiment eu de ton côté un gros travail d'organisation de l'équipe marketing et de réflexion sur ces différents piliers dont tu nous as parlé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est vrai que quand je suis arrivée chez TrainMe, je suis partie finalement d'une feuille quasiment blanche. Globalement, j'ai fait plusieurs constats. Bon, déjà, le premier, c'est que peu de personnes dans l'entreprise, en tout cas, savaient ce qu'était vraiment le marketing. Il y avait une vraie nécessité d'évangélisation qui n'est pas encore complètement aboutie toujours, mais qui a quand même largement avancé. Finalement, dans l'entreprise, en plus, tout le monde faisait bricoler, en tout cas, du marketing, mais finalement pas le pôle marketing. Le pôle marketing était composé de 2 personnes plutôt juniors dans l'idée, qui avaient des fonctions vraiment très support. En fait, ils recevaient les demandes qu'on leur faisait, quoi, et puis ils délivraient des choses, mais sans vraiment de stratégie, quoi. Donc ça, c'était un constat qui m'a interpellée. Et puis après, il y a eu 2 autres constats assez importants qui étaient vraiment le sujet un peu de data.
J'avais une équipe qui n'était pas du tout data-driven, c'est-à-dire qui faisait les choses sans mesurer ou sans trop savoir pourquoi aussi. Puis j'avais une acquisition qui était très monolevier, qui fonctionnait très bien à l'époque, notamment via Google, mais qui n'était pas du tout multicanal, pas du tout avec des dispositifs digitaux complémentaires, etc., ou des dispositifs in-out complémentaires. Enfin voilà, donc c'était un peu mon constat de départ. Et donc très vite, effectivement, moi je suis arrivée, j'ai dit bon, on va choisir aussi un petit peu nos combats, hein. On priorise aussi par rapport un peu à l'environnement de l'entreprise, les enjeux, etc. Et donc très vite, le premier sujet, ça a été de structurer globalement le pôle. J'avais 2 personnes du coup qui étaient là, donc il fallait réallouer les ressources entre ces 2 personnes, faire en sorte que personne ne s'ennuie entre guillemets dans l'équipe, parce que c'était un petit peu le cas quand je suis arrivée. Décharger certaines, voilà, recréer des verticales, etc. Donc ça, c'était un gros sujet. Le second sujet qui est très classique en B2B, et je pense que des homologues à moi seraient complètement d'accord avec moi, c'est l'alignement sales market, qui n'est jamais totalement optimal, mais qui est hyper nécessaire. Et moi, quand je suis arrivée, les sales et le marketing étaient très cloisonnés, très silotés, j'ai envie de dire. Donc, il y a vraiment eu la nécessité de créer des ponts et à tous les niveaux, vraiment. Quand je suis arrivée également, et quand j'ai choisi mes combats, j'ai aussi fait par rapport à ce qu'était l'entreprise, hein. Mais moi, quand je suis arrivée, j'avais finalement 2 marques très ennemies quand même, hein. Je le rappelle, on était une marque B2C au départ, on a fait un virage B2B, donc quand je suis arrivée, ça faisait quand même quelques années. Mais j'avais 2 sites internet, un B2C, un B2B, j'avais 2 comptes LinkedIn. Bref, j'avais 2 marques, tout en double. J'avais en plus, pour le coup, la marque B2C qui était beaucoup mieux référencée, beaucoup plus visible, beaucoup plus connue que ma marque B2B. Or, mes enjeux business, et 80% du business était quand même sur du B2B, donc j'ai dit: «OK, il y a quelque chose à faire, quoi, on peut pas rester comme ça». Donc très vite, forcément, j'ai refondu toute cette marque, ces sites, etc. Enfin, ce site, parce qu'il n'y en a plus qu'un maintenant. Et puis, j'ai aussi implémenté toute une logique de funnel marketing B2B, finalement. Ça a été un gros sujet. Le sujet data auquel je me suis attaquée aussi assez rapidement, parce qu'on avait une utilisation de notre CRM qui est HubSpot, qui était quasiment exclusivement sales. Donc forcément, je me suis arraché les cheveux et j'ai eu pas mal de grandes discussions sur le sujet HubSpot et l'utilisation du CRM et tout ce qui est bien sûr tracking, cycle de vie, scoring, attribution, etc. Et puis ensuite, j'ai taclé un autre enjeu qui était un enjeu très, très important au sein du pôle marketing, qui était cet enjeu d'acquisition de leads, en fait. Donc, à la fois en revoyant la partie digitale et également progressivement en recrutant des personnes, notamment sur l'inbound et notamment sur l'outbound. Donc, j'ai envie de dire, une fois que j'avais fait ça, on arrive très vite quand même à fin 2024, début 2025. Moi, j'arrive en interne et je dis, OK, en fait, il me manque une dernière compétence globalement à mon pôle marketing, qui est le sujet du PMM, qui me semblait être juste, et puis on en reparlera aussi, mais complètement limpide en fait par rapport à la construction du pôle et à son évolution et à la maturité de l'entreprise, etc. Tu es arrivé justement à ce besoin de product marketing. Quel a été un peu l'élément déclencheur où tu t'es dit, OK, maintenant j'en ai besoin, ou cette ressource est manquante? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, ou c'était une suite aussi d'événements, ou un sujet de maturité aussi? C'était un peu tout à la fois en fait. Ça a un peu convergé, j'ai envie de dire, mais en fait on est arrivé aussi à un moment où on avait, nous, un contexte de marché qui était plus tendu, plus illisible aussi, où il y a eu un besoin, une nécessité de mieux comprendre les attentes, les besoins aussi. Et puis de renforcer notre discours, notamment commercial, de renforcer notre proposition de valeur. On voulait devenir, tu vois, un must-have dans les entreprises et pas du tout être perçu comme un avantage salarié, typiquement. Donc il fallait vraiment qu'on se muscle à ce niveau-là. On avait aussi une nécessité de centraliser la gestion des offres. En fait, l'offre était gérée un peu par les sales, un peu par notre partie opérationnelle, un peu par le produit même parfois, un peu par le marketing. En gros, un peu par tout le monde et personne à la fois. Puis à l'époque, on était vraiment sur une offre sur mesure, hein, donc il y avait des catalogues, il y avait plein de choses. Donc en fait, on s'est dit, il faut rationaliser, il faut rendre scalable aussi notre business model, l'entreprise, etc. Donc là, il faut vraiment trouver quelqu'un qui permet aussi de cette gestion des offres, leur sortie, leur mise à jour, la rationalisation, etc. Et puis il y avait aussi une adoption un peu inégale en fait des offres. On faisait des évolutions, mais on sentait qu'il y avait ouais, vraiment une adoption qui n'était pas du tout la même d'un client à l'autre, même en interne, etc. Et il fallait faire globalement plus de liens avec ce qu'on construit, ce qu'on raconte, etc. Il y avait vraiment un vrai sujet de storytelling, j'ai envie de dire. Et justement, tu parlais au départ, un de tes chantiers, ça a été cette relation marketing-sales. Je serais curieuse de savoir ce que vous avez pu construire, toi et ton équipe, sur cette relation-là, et comment est-ce que le product marketing, est-ce que cette fonction, ce rôle a aussi eu une place
dans cette relation-là ensuite? Clairement. Bah, nous déjà, enfin c'est des choses assez basiques, hein, mais on a commencé à se parler avec la directrice commerciale, se mettre autour d'une table, partager un peu nos enjeux et on s'est vite rendu compte que finalement on avait un peu les mêmes, hein. Comprendre aussi bah, les enjeux mais aussi les contraintes du pôle à côté, etc. Composer avec. Donc ça a été quand même au départ beaucoup bah, d'échanges. Encore une fois, moi je suis arrivée dans un contexte où le marketing était assez peu connu ou méconnu. Donc, il fallait aussi évangéliser sur qu'est-ce que le marketing, leur dire coucou, en fait, les gars, on n'est pas là pour vous voler votre travail ou quoi que ce soit, on est là juste pour apporter une couche supplémentaire qui va permettre d'être plus efficace, plus performant, etc. Donc, il y avait vraiment ce sujet-là. Et ensuite, effectivement, nous, on crée, si tu veux, déjà des outils d'aide à la vente aux sales, etc. Mais c'était pour moi, ça, c'était la première brique. Il nous fallait vraiment quelqu'un qui soit beaucoup plus intégré dans les échanges avec les sales, qui co-construise beaucoup plus les outils, qui soit beaucoup plus aussi en écoute des clients, du terrain, du marché, etc. pour apporter aussi toute cette valeur-là aux sales. Et donc, vraiment travailler toujours pareil, dans un espace un peu de co-construction. Donc ça a été hyper essentiel et forcément le PMM a joué un rôle et on en reparlera certainement, mais de fluidificateur, j'ai envie de dire, largement à ce niveau-là. Parlons-en de quand tu t'es dit, bah voilà, il nous faut une ressource, quelqu'un, un PMM. Qu'est-ce que t'attendais de ce rôle? Comment est-ce que tu as réfléchi? On peut être hyper concret sur la fiche de poste et même comment tu t'es inspiré pour te dire, ok, quelles sont les compétences, que ce soit de soft skill ou de hard skill que j'attends. Hyper curieuse que tu nous racontes un peu les backstage de ta réflexion là-dessus. Le poste, il était assez fluide chez moi. Moi, je voulais un profil market pur. Il me manquait ce profil vraiment market opérationnel tel que moi je l'avais connu dans d'anciennes boîtes, d'anciennes structures, etc. Donc je cherchais quelqu'un qui parle marketing, qui transpire le marketing parce que j'étais aussi un petit peu la seule quoi. Sinon le reste de mes équipes ont des fonctions quand même très d'expertise, très spécifiques, etc. Ou de com, tu vois. Donc vraiment je voulais un profil très market. Ça, c'était mon premier critère. Après, sur les softs et sur les hard, sur les hard, c'était assez classique, hein, quelqu'un qui soit capable de découler un go-to-market, hein, quelqu'un qui soit capable d'avoir cette sensibilité, ouais, c'est un petit peu le mot, je pense que j'ai utilisé, cette sensibilité client assez forte, d'aller chercher des insights clients sans filtre, donc vraiment d'aimer ça en fait, d'aller au contact du terrain, etc. Quelqu'un, bien sûr, qui maîtrise très bien la plume et le storytelling sur le principe, avec un narratif qui soit clair, qui soit actionnable aussi. Et puis, forcément, quelqu'un qui soit orienté business pour comprendre les enjeux business. Et justement, c'est aussi ce qui rassure le côté sales. C'est quelqu'un qui ne parle pas juste un jargon, parce que le marketing est assez Charbonneux. voilà, exactement. Donc quelqu'un qui parle aussi la même langue, qui est capable bah, effectivement d'être hyper clair, qui a une capacité à vulgariser aussi pas mal les choses, en prenant du recul aussi sur la proposition de valeur, l'affiner, la piloter, etc. L'intelligence client, j'en ai parlé. Et puis bien sûr, un esprit bah, qui soit hyper structuré sur le principe. C'est hyper important quand on est un peu comme ça sur un rôle un peu de chef d'orchestre parfois, quelque part. Il va avoir voilà, un esprit hyper structuré parce qu'on touche à des sujets hyper transverses, parce qu'on fait un go-to-market, donc on a besoin que tout le monde s'aligne sur une date de mise en marché, etc. Voilà. Et j'ai besoin de quelqu'un aussi qui soit hyper organisé, hyper clair dans sa tête, etc. Tu avais fait du product marketing avant ou tu avais déjà travaillé avec des PMM pour que pour toi ce soit aussi fluide et aussi compréhensible dans le besoin et dans ce que tu attendais? Ouais, bah en fait, moi j'ai eu des postes assez transverses et très spécifiques dans le passé. J'ai eu un poste, enfin, j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur bancaire, que je connais très bien. J'avais des postes notamment de chargé de market et de com, donc qui englobe beaucoup de choses. Mais j'ai notamment fait à l'intérieur pas mal justement de mise en marché d'offres. À l'époque, j'avais travaillé sur Apple Pay notamment ou des choses comme ça. Et donc, du coup, j'ai aussi, moi, connu effectivement ce sujet-là, plutôt sur un volet B2C pour le coup, mais donc je connaissais très bien. J'ai fait beaucoup de bench également. J'ai fait beaucoup d'écoute clients. J'ai été vraiment bercée là-dedans. Et puis après, dans le reste de ma carrière, je me suis un peu plus détachée de ce côté PMM, mais en tout cas, j'ai beaucoup travaillé avec des équipes PMM et product d'une manière générale. Et donc, du coup, forcément, je voyais de manière assez claire ce que cherchait, où était vraiment la valeur ajoutée, notamment sur un pôle marketing, quoi. Ce qui est assez fou
Et on aurait pu me prendre un petit peu pour une folle, hein, mais moi, je suis pas allée chercher une personne du B2B, hein, je suis vraiment allée chercher une personne du B2C qui n'avait pas fait de service, mais plutôt du produit, tu vois. Donc, je suis vraiment été chercher vraiment des compétences clés plutôt qu'un profil qui, sur le principe, devait cocher toutes les cases, quoi. Et est-ce que du coup, ça a été aussi simple pour négocier entre guillemets cette ressource auprès des dirigeants, en tout cas de tes stakeholders en interne? Est-ce que tu as dû vendre ce besoin-là ou c'était assez fluide aussi dans cette partie-là? C'était assez fluide, comme je te l'ai dit, il y avait quand même pas mal de sujets qui convergeaient, qui nous disaient que c'était le bon moment, etc. Même si forcément, il y a eu des interrogations, notamment sur la partie product, voilà, quel serait le périmètre, etc. de cette personne. Donc, certainement, ça a un peu interrogé aussi sur la partie marque. C'est toujours le cas de toute façon, la marque et le PMM. Mais en fait, le sujet a plutôt été à qui on le rattache. Est-ce qu'on le rattache au produit? Est-ce qu'on le rattache au sales? Est-ce qu'on le rattache au marketing? Moi, c'était très fluide pour moi parce que pour moi, c'est un profil 100% marketing. Mais encore une fois, vu que moi, dans ma boîte au départ, ou en tout cas, parfois, certains pans du marketing sont assez méconnus, ils ont tendance certainement à penser que le marketing veut tout récupérer. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que bah, c'est des profils marketing, quoi. Donc, c'était là où il fallait un petit peu évangéliser sur leur dire les gars, regardez bien, quand je vous montre un peu la fiche de poste, on est bien d'accord que c'est du market et donc ça semble logique que ce soit drivé par le market, quoi. C'est les équipes produits ou sales qui disaient bah, je voudrais que ce soit une ressource qui aille chez moi ou c'était quoi la problématique de ouais, dans quelle équipe on le met? En fait, c'est que je pense que la partie PMM était vraiment perçue au départ, en tout cas, vraiment très gestion de l'offre. Et comme je te disais, la gestion de l'offre était éclatée un petit peu partout. De prime abord, ils se sont dit, bah en fait, ça pourrait très bien matcher avec les sales, autant que les opérationnels, autant que le produit, etc. Et là, je leur ai dit, oui, mais attendez, un PMM, ce n'est pas que de la gestion de l'offre, c'est pas que ça, c'est aussi beaucoup d'écoute marché, c'est aussi le marketing intelligent, donc vraiment la recherche utilisateur, etc. C'est aussi toute la stratégie de messaging, de lancement. Et puis, c'est tout ce que Sales Enablement. Et j'ai dit ça, c'est clairement des fonctions marketing, quoi. Donc, en fait, effectivement, c'est ce que je disais quand je leur ai montré la fiche de poste, ils m'ont dit bon, ok, c'est vrai que. Alors au départ, ils m'ont dit mais t'es sûr qu'il y a un profil qui existe sur le marché qui coche toutes ces cases? Oui, je vous assure, ça s'appelle un PMM, mais ça existe bien. Oui, 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 je vous assure. Aujourd'hui, du coup, ça fait combien de temps maintenant que tu as un PMM? Elle est arrivée, si je me trompe pas de mois, je dirais en fin avril 2025 exactement. Donc là, tu as assez de recul pour nous dire quels sont bah, justement les sujets par rapport à ce que toi, tu avais imaginé un peu peut-être ta fiche de poste idéale. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui concrètement ce que couvre cette PMM et du coup les bénéfices, enfin, en tout cas s'il y a un peu un avant-après que tu arrives déjà à percevoir? Elle a été très vite mise dans le grand bain. Il y avait beaucoup de sujets qui l'attendaient, donc ouais, ouais, non, de manière assez claire, c'est un petit peu ce que je te disais. Il y a effectivement tout ce que moi j'appelle le marketing intelligence. Donc vraiment tout ce qui est recherche utilisateur, aller parler à nos clients, aller sonder le marché, regarder ce qui se fait du côté de la concurrence, cerner les attentes, les besoins, les mesurer, etc. Donc ça a vraiment été bien taclé de son côté. Il y a effectivement tout le pilotage de l'offre et elle a été très vite mise dans le grand bain parce que comme je te disais au départ on était sur du sur-mesure. Aujourd'hui on a recentré pas mal notre offre donc elle a été largement mise à contribution dessus sur la rationalisation de notre offre. Et qui en découle aussi bah, toute la stratégie de messaging et de lancement, ce qui est assez nouveau pour Trainme. On n'avait jamais fait de véritable go-to-market chez Trainme, donc ça a été aussi des process et une nouvelle façon de fonctionner qu'il a fallu partager, faire respecter, etc. C'était assez nouveau. Et puis tout ce qui est sales enablement, ce qui est ça un point pour le coup qu'on travaillait déjà, mais en tout cas on le fait aujourd'hui de manière différente. Et tu vois, les échos que j'ai de ma head of sales, ça lui convient parfaitement. Elle bosse, donc ma PMM est une femme, mais elle bosse vraiment super bien toutes les deux. Et donc dans la création des outils d'aide à la vente, notamment des plaquettes, hein, de démos, etc. Vraiment, ça se fait de manière hyper fluide. Moi, j'ai ma PMM qui monte aussi sur des sessions de training, de coaching des sales pour appuyer les discours, être sûr qu'on soit OK. Enfin, vraiment, on travaille main dans la main. Et donc, dans les principaux bénéfices que moi j'en observe, le plus fort et le plus aujourd'hui que je détecte le mieux, c'est vraiment l'alignement inter-équipe, mais notamment sales marketing,
qui vraiment, ça a été un accélérateur parce que moi, pour le coup, on a vraiment des rituels, des points d'alignement avec ma head of sales, mais le fait d'avoir quelqu'un opérationnellement qui soit aussi dans cette approche d'alignement, bah, ça a été game changer vraiment pour nous. Les autres bénéfices que je vois, je dirais, bah, effectivement, je te disais, mais des lancements un peu structurés. Donc maintenant, on arrive à appuyer sur un bouton tous en même temps et à se dire: «OK, c'est online», donc c'est cool. La clarté du discours, ça c'est clair et comme je te disais, en plus, on était, sur un contexte de marché un peu plus, illisible en tout cas et donc on avait une vraie nécessité de réaffirmer notre proposition de valeur, d'être vu comme un must have et cetera et donc ça, il fallait qu'on soit hyper fort dessus, hyper strong et pour le coup, ça a été beaucoup travaillé aussi avec la personne qui gère la marque chez moi pour être sûr qu'on soit vraiment aligné. Mais voilà, la clarté du discours est hyper intéressante. Et aussi, bah, tout ce qui est écoute client, parce qu'en fait, on le faisait peu. Par manque de temps, de ressources, etc. Mais elle a vraiment été faire des interviews exploratoires, elle a vraiment écouté, tu vois, ce que nos clients pouvaient nous dire. Ça permet en plus derrière de délivrer des témoignages, etc. Mais en tout cas, voilà, sur le principe, je pense que de ce point de vue-là aussi, c'est hyper vertueux. Voilà. Donc pas mal de bénéfices déjà observés en quelques mois, donc c'est hyper cool. Ce qui est super intéressant aussi chez TrainMe, c'est vous êtes vraiment une entreprise de service. Et justement, le produit n'est pas forcément ce que tu disais le plus mis en avant. Enfin, vous ne vendez pas un produit, vous vendez le service que permet ce produit. Du coup, je serais curieuse d'en savoir plus sur la collaboration justement que la PMM ou même le marketing peut avoir avec l'équipe produit. Bah, effectivement, en tout cas à date, pour nous, le produit n'est pas la star, mais c'est un support à l'expérience globalement. Donc dans ce contexte-là, forcément que le storytelling prend le pas. Pour moi, le PM et le PMM, ils ont vraiment des rôles qui sont complémentaires et encore plus chez Trainme. Dans le sens où le PM, il traduit un problème fonctionnel qu'il cherche à résoudre, etc. Là où effectivement le PMM, il est plutôt sur l'aspect un peu plus émotionnel, autour du récit, etc. On va être, nous, vraiment sur la définition d'une promesse émotionnelle, de la proposition de valeur, encore une fois. Puis pareil, le PM, il va être vraiment sur tout ce qui est autour des feedbacks un peu terrain, donc très liés aux produits, etc., qu'on retranscrit dans des features. Mais le PMM, lui, il va plutôt être sur du feedback marché. Donc en fait, c'est hyper vertueux parce qu'on fait, notamment dans les discoveries, on fait matcher des retours très terrain avec du marché et en fait, on obtient un petit peu normalement la potion magique, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. Et puis là où le PM, il va être vraiment sur la delivery un peu technique, le PMM, lui, il va vraiment assurer le go-to-market. Tu vois, nous, je sais que ça a été souvent le cas où, par exemple, notamment en com, par exemple, tu vois, il y avait des manqués sur la valorisation de certaines features, sur des choses qui pouvaient être communiquées auprès de nos clients, nos utilisateurs ou même à l'externe, tu vois. Et vraiment, ce PMM-là, il l'a aussi pour, j'ai envie de dire, aussi entretenir un peu la visibilité de ce qu'on fait côté produit et permettre aussi que ce soit beaucoup plus visible, valorisé, même côté sales, parce que finalement, il y avait aussi un sujet de le sales et comment il valorise notre plateforme. C'est un support, c'est important pour nos clients, comment on arrive aussi à créer un discours autour de ça. Donc ça a permis aussi de quelque part de rendre un peu plus visible et tout ce qui est fait que pour la partie produit, je pense. Et du coup, dans la collab, finalement, ça s'est aussi fait de façon assez naturelle. Est-ce qu'il y a eu, tu disais juste avant qu'il y avait un peu peut-être des peurs de remplacer ou de dire on se marche dessus. Est-ce que ça s'est, dans la vraie vie, du coup, là, ça s'est fait plutôt bien ou il y a eu des enjeux de se dire, ok, en fait, là, on se marche dessus ou qui prend quoi? Je pense qu'effectivement, il y a eu des craintes au départ. Ça c'est sûr. Plutôt parce que, encore une fois, quand on connaît mal le rôle d'un PMM, tout de suite product marketing manager par rapport à un product marketer, ça fait toujours peur parce que ne serait-ce que les intitulés de poste sont hyper proches, donc forcément voilà. Et puis parce que parfois le PM a ce rôle de PMM autant que le PM parfois a un rôle de PO. Enfin voilà, ça dépend aussi des boîtes. Donc je pense qu'il y avait un peu de peur. Finalement, ça s'est fait de manière assez fluide, mais aussi je pense que et ça fait partie un peu des soft skills que je recherchais, mais j'ai recruté une personne qui, je pense, je la valorise un petit peu, elle sera contente si elle écoute le podcast, mais en tout cas a eu la bonne approche de se dire en fait, enfin moi je suis là pour co-construire, je vais pas imposer les choses, je vais évangéliser aussi sur ce qui est mon métier, montrer la complémentarité, et elle l'a fait de manière
plutôt douce, tu vois? Beaucoup dans l'écoute au départ, un peu en observation de comment ça fonctionnait et cetera et puis après à vouloir et à pouvoir justement, plus, voilà, se mettre dans certains sujets, montrer sa valeur ajoutée, et cetera et cetera. Ça s'est fait un peu petit à petit et finalement assez rapidement aussi parce que mine de rien, elle est arrivée, il y a 6 mois quoi, à peine dans l'entreprise donc bien sûr qu'il y a eu des craintes, mais je pense qu'elles ont été, assez rapidement balayées et puis c'est pareil, on a aussi, rassuré, clarifié, les rôles, les responsabilités, les périmètres de chacun et en fait, de manière assez fluide finalement ça s'est fait quoi. Et côté marketing, avec justement l'équipe, comment du coup le split des responsabilités s'est fait? Est-ce que pareil, ça s'est fait de façon facile, naturelle, ou au contraire, il y a eu aussi quelques sujets à aborder là-dedans? Ouais, il y a eu des sujets abordés, ça c'est sûr et parce qu'en plus, bah, il y a les rôles et responsabilités dans l'entreprise. Il y a aussi on arrive tous avec notre background, hein, donc ce qu'on sait faire et cetera, qui est parfois, plus large ou un peu différent et cetera. Donc bien sûr qu'il y a eu des ajustements à faire. Moi, ce que je dis souvent à ma PMM, c'est qu'aujourd'hui, je l'attends pas sur, l'envergure de son poste, mais plutôt sur la profondeur, d'aller vraiment au fond des sujets et cetera. Mais en tout cas, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Elle collabore beaucoup mieux avec la partie contenu notamment pour avoir, bah, des assets qui soient vraiment orientés, plus bénéfices. Sur la partie brand, il y a eu des sujets aussi parce que quand on retravaille une proposition de valeur, ça touche souvent le positionnement, ça touche souvent le discours. Donc du coup, la partie brand, c'est la partie brand, hein, donc c'est elle qui porte aussi le discours de marque et cetera. Donc il a fallu vraiment, bah, pareil, se mettre autour d'une table, co-construire les choses et pas les imposer. Voilà, il y a eu aussi tout un travail, à ce niveau-là, mais pour assurer globalement la cohérence. Ça a été des petits paramètres, tu vois, à ajuster à différents niveaux pour être sûr que tout le monde trouve bien sa place. Pareil sur les go-to-market, bah, il y a un go-to-market à assurer. Il y a des leviers qui sont gérés par le PMM, il y a d'autres leviers qui sont gérés par d'autres personnes. Donc, comment on fait en sorte que les autres personnes aient le bon niveau d'information, que ça avance bien. Encore une fois, c'était des nouveaux process, des nouvelles façons de fonctionner. Donc voilà, donc ça a été quelques ajustements, notamment parce que c'était nouveau, notamment aussi parce que, tu vois, en 5 mois, on a fait beaucoup de choses, donc ça a été aussi très rapide. L'adoption de ce nouveau rôle, de ce nouveau poste a dû être rapide aussi. On a très vite sorti des choses sur nos offres, etc., avec des go-to-market derrière. Donc il fallait aussi, il y avait cette nécessité d'urgence un petit peu. Donc finalement, je suis assez satisfaite, ça s'est plutôt bien fait. Et mine de rien, il n'y a pas eu de couac, etc. Tout le monde a bien trouvé sa place. Je pense qu'en parlant et en échangeant, ça va toujours c'est toujours plus fluide, quoi. C'est vrai que, enfin, souvent, ça vient d'un manque de communication ou de compréhension quand il y a ces sujets-là. Et juste une réunion, enfin un appel, peu importe, mais c'est cette écoute active au départ, je pense, qui fait toute la différence en fait. Ouais, bah, il y a eu un rôle, enfin, tu vois, il y a eu je pense, un besoin enfin, moi, en tant que manager, tu vois, rappeler le périmètre, les rôles et responsabilités de chacun, où est-ce que je les attends, etc. Derrière, qui se parlent de manière beaucoup plus fluide, qui comprennent aussi les attentes des uns des autres ou les contraintes des uns des autres, etc. Et puis, une fois qu'on s'est dit tout ça, ça roule, quoi. Mais effectivement, je pense que l'échange est hyper important, ouais. Et est-ce que tu as eu aussi, bah, vous avez réfléchi à la mesure de l'impact du PMM? Souvent, je te pose la question parce que c'est une grosse question qui revient très souvent sur comment on mesure l'impact. Est-ce que il faut que le PMM soit aussi objectivé sur du revenu, par exemple? Enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là. Est-ce que toi aussi tu te les es posées? Et si oui, quel est ton avis sur la question? Quelles sont tes réflexions? Alors, je me la suis posée, oui et non. On me l'a surtout posée, pour tout te dire. Je défends en tout cas le volet, revenu et le fait que tout le monde soit objectivé sur le revenu parce que je pense que tout le monde contribue, même si c'est de près ou de loin, de manière plus ou moins directe, au revenu de l'entreprise et que pour moi, ça fait partie de la perf et c'est hyper important. Mais oui, bien sûr que, qu'il y a eu ce sujet de comment on montre la valeur, et le ROI finalement de ce type de poste. Moi, j'ai beaucoup défendu le fait qu'effectivement, il y avait, parfois, une mesure de la valeur qui était, en tout cas que les bénéfices étaient parfois un peu intangibles ou invisibles en tout cas. Mais que c'est pas pour ça que ça n'apportait pas de la valeur. Et notamment parce qu'un PMM, globalement, ça travaille sur des preuves sociales. Et nous, tu vois, chez Trainme, on était un petit peu en manque de preuves sociales, de use case, de témoignages, et cetera. En fait, on avait plein de clients, il y avait plein de choses à raconter, mais en fait, on n'avait personne pour les administrer. Et donc, de manière assez concrète, tu vois, on a commencé à monter, bah,
plein de témoignages, etc., qui derrière ont été aussi diffusés de manière différente, etc. Et donc ça a permis, sur de l'Ads pur et dur ou sur des séquences sales, etc., de pouvoir, tu vois, adresser des volets un peu plus perf. Ça a été le cas également, tu vois, bah, nous, encore une fois, moi, ma PMM, elle est arrivée dans un contexte d'entreprise où on a revu l'offre et derrière tout le discours, toute la proposition de valeur, j'ai envie de dire. Et en fait, très vite, bah, en fait, on s'est rendu compte de l'impact que ça avait sur enfin, tu vois, et cet alignement avec les sales, de l'impact que ça avait de manière très concrète sur la transfo côté sales, parce qu'en fait, elle était vraiment derrière avec les team leads, etc., pour travailler le discours, les coachings, etc. Donc en fait, c'était très opérationnellement, ok, ça maximise le taux de transfo ou les renews, etc. Et on arrive à obtenir quelque chose. Je dirais ce niveau-là. Après, c'est vrai que c'est un peu le même sujet que moi je peux avoir par exemple avec ma chargée de market-com, parce que pareil, c'est assez lointain et donc souvent on me dit bah comment ça permet la perf. La brand permet la perf, j'en suis convaincue et je serai toujours, je défendrai toujours bête et méchant ça. La brand permet la perf autant que la brand permet l'acquisition. C'est juste plus long-termiste. Et c'est un petit peu le même sujet sur le PMM. Ça y contribue très fortement parce qu'aujourd'hui, j'en suis convaincue et je pense que dans ma boîte, on l'a vu très rapidement, que s'il n'y avait pas eu de PMM, il n'y aurait pas eu cet alignement, cette cohérence narrative, ce discours sales renforcé. Et donc, in fine, totalement moins de transfo, moins d'efficacité, en tout cas côté sales. Parce qu'on est assez convaincu que si on n'avait pas, de manière très concrète, hein, écouté nos clients, aujourd'hui, j'aurais pas des personas aussi bien définis et derrière des stratégies de prospection qui fonctionnent aussi bien parce que j'ai mes personas qui sont bien définis et mes ICP qui sont bien définis, tu vois, typiquement. Enfin voilà, c'est aussi tout ce travail en amont qui est nécessaire à la structuration d'autres choses, notamment sur le volet sales ou de prospection, quoi. Tu disais au départ justement que, enfin, il y a vraiment eu un moment où tu t'es dit, ok, là, il y a besoin d'un PMM. Est-ce que ça aurait changé quelque chose de le recruter plus tôt? Je te pose la question parce qu'il y a vraiment toujours cette notion de, est-ce qu'il y a un moment clé dans la maturité de recruter un PMM? Est-ce qu'il faut recruter dès le départ ou attendre? Est-ce que tu as un avis là-dessus? C'est un peu dur, il faut se projeter, mais est-ce que tu arriverais à avoir une réponse là-dessus? Alors oui, il aurait fallu avoir ce type de profil-là, en tout cas dans le cadre de Trainme, plus tôt. Pourquoi? Un peu pour tout ce que je viens de te dire. Pour moi, typiquement, hein, des écoutes clients ou des écoutes marché qui te permettent de définir quels sont tes cibles prioritaires, quel est le bon positionnement, quelle est ta proposition de valeur et tout, c'est la base des bases. C'est-à-dire que c'est ta base sur laquelle tu vas monter ta prospection, c'est ta base sur laquelle tu vas monter ton discours sales, c'est la base. Donc évidemment qu'il aurait fallu avoir cette base dès le départ. Ça n'a pas été le cas, ça a quand même très très bien fonctionné. Mais en tout cas, nous, dans un contexte entre guillemets de marché qui était plus tendu, j'ai envie de dire, ça devenait juste incontournable que d'y aller pour raffirmer et avoir et retrouver cette cohérence là, notamment parce qu'en plus la boîte grossit, donc en fait il y a un moment où forcément les discours, etc., sont plus dispersés, donc il y avait vraiment une nécessité de retrouver ça. Mais bien sûr que moi souvent je l'ai dit et j'aurais aimé pouvoir adresser moi-même le sujet opérationnellement dès le départ, mais je l'ai dit très souvent, il me faut des ciblages, il me faut des ICP, il me faut des personas, etc. Donc il y avait vraiment ce sujet-là. Il y avait un sujet sur le niveau de l'offre aussi. Je vais pas mentir, hein, moi quand je suis arrivée chez Trainme, le business model, on vendait de l'humain et du sur-mesure, ce qui est juste le contraire de la scalabilité, hein, globalement. Donc très vite, j'ai dit, OK, comment on rend tout ça scalable? Et donc, il y avait un vrai sujet autour de l'offre. Encore une fois, il fallait rationaliser notre offre. Tu vois, aujourd'hui, on est sur de l'offre un peu plus packagée, etc. Bref, il fallait la rationaliser pour amener cette scalabilité. Alors, la scalabilité, on l'a fait aujourd'hui. On aurait pu la commencer et la préparer, en tout cas, bien plus en amont. Mais voilà, mais il y avait un vrai sujet. Donc nous, typiquement chez Trainme, on aurait pu complètement, et ça aurait été bénéfique, je pense, d'avoir un PMM un petit peu plus tôt, pour assurer très rapidement cette cohérence, cette bonne définition de cible, ou des attentes, cette bonne définition de l'offre, cette bonne proposition de valeur aussi. Tu vois, moi, on martelait beaucoup typiquement en com qu'on n'était pas un avantage salarié,
comme certains de nos concurrents. On voulait surtout pas être ça. On voulait vraiment être un must-have et se dire que nos programmes sport bien-être en entreprise, ça a un impact, ça a un vrai impact sur la productivité, le nombre d'arrêts maladie, le turnover, etc., qui est en plus difficilement mesurable. Et en fait, ça, c'était ce qu'on martelait en com, et qu'en fait, quand on interrogeait nos clients à côté, on se rendait compte que eux, en fait, ils nous disaient, bah, vous êtes un avantage salarié. Donc on était là, et donc toi très vite tu te dis ouais vraiment il nous faut un PMM, hein, parce que là il y a un sujet de discours, donc vraiment tu vois, c'est bien sûr que j'aurais aimé que toute cette cohérence là arrive bien au départ et qu'on arrive tout de suite sur le marché, voilà. Mais ça se fait comme ça, et finalement on en reparlera, mais là Trainme entame un nouveau virage, on va dire, et ça se fait au moment de ce nouveau virage, et c'est finalement plutôt fluide et assez logique. J'aimerais bien faire un petit focus sur la partie recrutement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais qu'on rentre vraiment plus dans le détail de comment s'est passé le recrutement, parce qu'il y a aussi beaucoup cette question, ça, de la communauté, de comment on arrive à recruter un profil PMM. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, quel a été le process de j'envoie la fiche de poste jusqu'à je recrute et j'ai trouvé la personne idéale? On a mis un petit peu de temps, c'est très mis. Déjà, comme je te disais, parce que je voulais un vrai profil marketing, et ensuite parce que je voulais pas me tromper. Donc on a aussi pris le temps, et on a vu quelques profils, etc. Le recrutement, du début du lancement de l'offre d'emploi jusqu'à vraiment l'arrivée de la personne dans mon équipe, on a mis 7 mois. Alors, nos process de recrutement sont très courts, mais c'est juste que vraiment, on a pris le temps de trouver quelqu'un qui correspondait, bah, bien sûr à la culture de l'entreprise déjà, parce qu'on est hyper attaché à ça chez Trainme, mais aussi qui ait le bon niveau, tu vois, de hard skills qu'on voulait, mais aussi de soft. On avait vraiment, on a aussi beaucoup misé sur le soft. Moi, j'avais aussi un enjeu, hein, de senioriser un peu l'équipe, hein, de manière complètement concrète, de franchir un cap aussi. Donc, j'avais besoin d'une personne qui soit, bah, voilà, un peu capée aussi. Chez Trainme, on a des process qui sont relativement courts, hein. Tu vois, on a du pré-qualif avec une RH, on a un entretien ensuite en présentiel, et puis souvent on a une étude de cas. Et dans l'étude de cas, c'est là où moi je teste pas mal de choses, au-delà de ce que la personne peut me dire en entretien. Mais de manière complètement concrète, déjà, je voulais vraiment cerner que la personne comprenne bien ce qu'on vend. Encore une fois, on est une boîte B2B, on vend du service, on vend pas du produit. Le produit en tant que tel digital est un support à l'expérience humaine, etc. Donc ça, il fallait que la personne l'ait compris, tu vois, et c'est pas toujours évident. Bien sûr, il y avait des questions de méthode de go-to-market, de plumes, de storytelling, etc. qu'on a testé. Et puis il y avait vraiment ce sujet de comment embarquer les autres avec elle. Sans imposer, mais comment évangéliser, comment embarquer les autres, ça c'était hyper important. Euh, Et puis bien sûr, bah, tout ce qui est autour des enjeux business qu'il fallait forcément avoir. Moi vraiment j'ai cherché vraiment un profil, justement comme on se le disait, parce que c'est des missions qui sont plus difficilement mesurables entre guillemets, ou qui sont plus long-termistes sur le ROI, ou plus éloignées du revenu par exemple. Il me fallait quelqu'un qui soit véritablement orienté business. Et tu vois, sur le profil que j'ai moi trouvé de la personne, comme je te disais, donc elle vient plutôt du produit et du B2C, mais au-delà de ça, pardon, elle a aussi une aventure entrepreneuriale. Donc forcément, elle est vraiment très orientée résultat, et ce qui est très très bien. Et du coup, l'étude de cas, justement, comment tu as testé, que ce soit à la fois la partie value prop, la partie plume, dont tu parlais un peu storytelling, c'est donner un exemple de un peu un lancement qui arrive et comment tu t'en occuperais, c'est quelque chose comme ça? C'était exactement ça. Alors attends, que je me souvienne bien, à l'époque. Alors, je l'ai testé. Alors, nous, on a des opérations commerciales tous les ans chez Trainme. Je l'ai testé, bah, justement, effectivement, sur une opération commerciale qu'il fallait émonter et mettre en marché. Donc, il y avait effectivement, donc, en gros, hein, comment tu t'y prendrais pour mettre en place cette opération, comment tu organises ton go-to-market, est-ce que tu peux m'écrire, bah, justement tout le storytelling autour de cette opération, etc. J'avais un sujet de, effectivement, quel KPI classique, hein, quel KPI tu suis, etc. Un sujet justement pour tester un peu l'appétence avec le PM, plutôt autour, parce que notre opération commerciale, bref, c'est un challenge, hein,
sport en entreprise, etc. Ouais. Donc c'était aussi comment tu travailles avec le PM pour la mise en place de cette opération, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, enfin voilà. Donc on l'a un peu contextualisé autour de ça. Et c'était en direct ou c'était quelque chose à préparer après une présentation? Exactement. Nous, c'est plutôt nos études de cas, en tout cas côté marketing, c'est plutôt côté marketing et hors in et out parce que des études de cas un peu particuliers et pour le coup, on est plutôt en direct. Mais côté PMM, ouais, c'est plutôt l'envoi. Voilà, en gros, on lui envoie l'étude de cas. Ils ont environ 4-5 jours pour préparer. Après, on fait une récite vraiment en direct. Donc vraiment, l'idée étant qu'ils nous présentent vraiment ce qu'ils ont fait, leur réflexion, parce que forcément, on n'évalue pas tant le rendu et la réponse que plutôt la réflexion qu'il y a derrière, etc., quoi. Voilà, et après, donc c'était vraiment une restitution en présentiel. Et après, nous, chez Trainme, on aime bien faire un petit entretien de fit. Encore une fois, la culture est importante. Et donc, généralement, on fait des entretiens de fit avec des personnes avec qui on va être amené à travailler en interaction de manière assez récurrente et pas forcément au sein du même pôle. Il me semble que moi, je lui avais fait rencontrer un sales, si je me souviens bien. Merci pour toutes ces explications et j'ai des dernières questions à te poser, plutôt retour d'expérience, enfin en tout cas réflexion, tu vois, pour des CMO qui pourraient nous écouter ou même des CEO ou CPO, peu importe, mais en tout cas des personnes qui hésitent aujourd'hui à recruter un profil PMM, un premier profil PMM. Est-ce que tu aurais un conseil à donner justement sur la réflexion à avoir? Un conseil à donner, faut le faire. Non, faut le faire. Ça a été, comme je disais encore une fois, hyper game changer pour nous, mais notamment sur l'alignement de toutes les équipes, même avec un seul PMM, vraiment. Par contre, j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas en faire juste un exécutant marketing. Pour moi, c'est un vrai pont stratégique, c'est un accélérateur, c'est un fluidificateur, une fois encore. Et donc, il faut vraiment lui donner la bonne position pour qu'il puisse, lui, entre guillemets, bien fonctionner, quoi. Et justement, cette bonne position, comment est-ce qu'on met bien dans le bain un PMM quand il arrive? Bah, c'est un peu ce que je te disais, c'est bien lui donner son terrain de jeu, j'ai envie de dire. Donc être assez clair sur quel est son périmètre, là où il commence, là où il s'arrête. Et je pense aussi l'exposer assez rapidement aux clients, users et au retour un peu terrain pour nourrir sa réflexion. Après, si c'est un bon PMM, il le demandera de lui-même, hein. Mais je pense qu'assez rapidement, c'est bien qu'il soit tout de suite dans le bain sur le terrain. Moi, très très vite, et en plus, ça fait partie aussi des process chez Trainme, mais tu vois, on organise des vies ma vie, donc beaucoup de vie ma vie avec les sales, avec la partie CSM qui s'occupe des clients, avec le produit pour comprendre comment il fonctionne. Et puis derrière, pas mal d'interviews exploratoires, notamment avec nos clients, nos utilisateurs, pareil pour comprendre leur feedback. Enfin voilà, c'est vraiment le mettre au contact tout de suite du marché. Je pense que c'est hyper important. Et il y a quelque chose que tu ferais différemment? Ouais, je te l'ai dit un petit peu. Je pense que je l'aurais recruté plus vite, plutôt. Oui, parce que c'est un rôle aujourd'hui qui est, même si je fais en sorte et j'essaie que tous les métiers chez Trainme aient ce rôle transverse, de manière assez limpide, c'est quand même, je pense, le rôle le plus transverse et un peu la clé aussi d'alignement de tous nos pôles sur plein de sujets. C'est vraiment un rôle ouais, de pivot qui va faire converger tout le monde dans la même direction. Et ça, c'est hyper confortable, j'ai envie de dire. Et je pense que ça fait grandir l'entreprise, ça l'amène à un step un peu différent aussi, et ça permet vraiment que tout soit hyper cohérent. Tu vois, là où quand je suis arrivée en 2023, on était, comme je te disais, assez silotés. Ça assure vraiment pas mal de transversalité et donc ça roule, quoi, donc c'est cool. Merci Olivia pour ce retour d'expérience. C'était hyper intéressant. Et j'ai trois dernières questions pour la fin que je pose à tout le monde. Est-ce que tu aimerais que j'interviewe une personne en particulier ou que je parle d'un sujet en particulier? Effectivement, moi je pense à 2 secteurs, la santé potentiellement, mais aussi, et ça c'est lié un peu à moi, mon background, mais moi qui viens d'un secteur bancaire et qui ai beaucoup bossé avec des PMM, des PM du secteur bancaire, ou de la fintech, hem, je trouve que le sujet de comment on vulgarise des sujets qui sont hyper complexes,
ou dans le cas de la banque, comment on vulgarise des sujets d'argent quand on sait en France toute la culture et la réticence à parler d'argent en France, en tout cas. C'est ça qui est hyper intéressant et donc je trouve que ce serait intéressant d'avoir des retours d'expérience à ce niveau-là. Est-ce que tu recommandes des ressources en particulier? Oui, j'en ai une que j'ai lue il y a longtemps, donc là d'une formation que j'avais fait, bref, qui s'appelle Obviously Awesome de April Dumford, qui remet pas mal une grosse définition en tout cas sur ce qu'est le positionnement de produit, qui explique qu'effectivement c'est pas juste un exercice marketing, mais un levier stratégique, c'est un peu ce que je te disais. Et puis ouais, qui apporte en tout cas un éclairage sur l'impact du contexte sur un produit, sur un lancement de produit. L'idée d'être globalement au bon moment, au bon endroit, etc. Je pense que s'il y a un livre à lire, c'est clair que Oui, c'est bien pour moi, celui-ci. Puis il est facile à lire, c'est le il n'est basique, pas ouais. très Ouais, long. ouais. Non, c'est clair. Et puis elle a fait un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, Self Speech, qui est un peu la suite où justement elle rentre un peu plus dans le détail sur comment passer du positionnement un peu théorique à un self La speech pratique. à la pratique, ouais. Ouais. Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. Enfin, où est-ce que les auditeurs peuvent te contacter? Sur LinkedIn, je suis pas hyper active, mais en tout cas, j'y vais tous les jours un petit peu, donc avec plaisir pour échanger sur LinkedIn. Merci encore Olivia pour ton temps et je te dis à bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager sur LinkedIn en me taguant. Tu peux aussi me soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ton aide est précieuse pour m'aider à faire connaître Product Marketing Stories et aussi m'encourager à créer davantage de contenu. Alors merci!